J'ai le droit à 18, vous vous foutez de ma gueule. Excusez-moi, hein, je commence à en avoir plein de cul de ce téléphone de merde. Excusez-moi des gros mots, mais... 18 minutes, tout à l'heure j'en avais 22. Ouais, 22 minutes, ça a plutôt 10 minutes depuis tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bonjour, oui, les abonnés, bah, merci pour les nouveaux, hein. Bon, excusez-moi des gros mots, mais là, franchement, ça commence à m'énerver. Tout à l'heure, j'avais plus de temps, et puis maintenant, j'en ai moins. Ça doit être par la magie de je sais pas quoi, hein. Hilarant, j'ai nettoyé mon téléphone et tout. Bon, c'est un vieux modèle de 2017, alors évidemment, monsieur, il a une puce spéciale dedans qui fait qu'on peut avoir que 16 Go, et à l'attribution des trucs qu'il y a dedans, là, et vas-y. Sinon, il fait des belles photos, il est bien pour les photos et pour filmer, mais bon, voilà. Mon Rabbi, je te bénis, et puis voilà, je t'ai envoyé les messages que je devais. Oui, puis il déconne, hein, il déconne. Il n'a pris un coup, mon téléphone, j'étais énervé, je l'ai balancé, mais il est tombé sur un coussin, donc, mais il y a une baffe qui déconne maintenant. Bah oui, ça m'a énervé, quoi. Je me suis énervé. Il y a de quoi? Il y a de quoi? J'ai de la patience, mais à un moment donné, où c'est qu'on pète une durite. Évidemment, je l'ai balancé au pied j'étais sur les coussins du canapé, mais après, il a glissé sur mes affaires qui sont là en dessous. Je crois qu'il y a un ange qui a fait en sorte qu'il n'ait pas trop de dégâts, hein. Mais il déconne. Maintenant, il déconne parce que les couleurs, ça change tout le temps. Et puis le zoom, il se fait moins. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Que voulez-vous? Je ne suis qu'un être humain, hein. J'ai mes limites, hein, mais bon, mais j'ai une très grande... enfin, une limite, j'ai une grande patience quand même, hein. Ce jour-là, c'était pas le moment, quoi. Enfin bref, faut que j'arrête de raconter ma vie, hein, voilà, c'est bon, quoi. Je suis en plein travail encore, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais plus où j'en étais dans les trucs des chevaliers, au-delà du code de Da Vinci. Alors, chevalier templier s'était imprégné de beaucoup d'idées, conceptions et pratiques éloignées du christianisme orthodoxe de Rome, que celui-ci, évidemment, n'appréciait pas du tout. Par exemple, cela n'a rien d'étonnant que les maîtres de l'ordre aient eu des secrétaires arabes et qu'ils aient pratiqué cette langue avec aisance. Ben ça, je l'avais déjà lu. J'avais déjà lu, puisque j'avais montré le truc de Baphomet, et tout ça. Donc, ça, je l'ai fait. Et le problème, c'est que j'ai marqué ma page. J'ai une autre page qui est marquée ici, plus loin. Je sais plus à quelle page que j'étais. Là, j'étais à la page 67. Puis après, je me retrouve avec une page de marquée à la page 100. Ah, j'étais arrivé à Jean Cocteau, à la page 100. Excusez-moi. Ah, la vache. Bah, je laisse les cartons qui marquent les pages. Alors, évidemment, je ne m'y retrouve plus, moi. Il faudra peut-être que j'enlève les cartons qui marquent les pages au fur et à mesure, parce que si j'en laisse un à chaque fois, bah, je ne m'y retrouve plus du tout. Puis j'ai pas pris le temps de réécouter la fin de ma vidéo, là. Non, parce que je bosse sur plusieurs trucs en même temps, donc voilà. Alors, brève, excusez-moi, biographie des grands maîtres. Jean Gisors, premier grand maître indépendant du prieuré, né en 1133, mort en 1220. Marie de Saint-Clair, née autour de 1192 en Écosse, descendante de Henri de Saint-Clair, baron de Roselyne, qui accompagna Godefroy de Bouillon. Celui-là, je retiens ce nom-là parce qu'ils l'ont mis dans Jacouille la fripouille dans les visiteurs. Et Jean Reynaud, il porte le nom là de Godefroy. Ouais. Lors de la première croisade, quelques preuves non définitives indiquent qu'en plus, elle aurait pu être la seconde épouse de Jean de Gisors. Alors après, il y a Guillaume de Gisors, petit-fils de Jean de Gisors, né en 1219. On connaît peu de choses sur lui. Ah oui, j'ai pas indiqué que je suis dans le Da Vinci Code, excusez-moi. Oui, voilà, je suis toujours dans ce livre-là, hein, excusez-moi. Aïe, aïe. Dominique. Bon. Alors, je recommence. Guillaume de Gisors, petit-fils de Jean de Gisors, né en 1219. On connaît peu de choses sur lui, sauf le fait qu'il fut initié à l'ordre de la Barque et la double demi-lune en 1269, tous deux créés par Louis IX, par le chevalier qui l'accompagnèrent lors de la 6e croisade. Oh bah tiens, en parlant des chiffres romains, ma dragonne, si tu veux, je peux te les écrire, hein. Oui, enfin, t'es pas... voilà, si t'as un peu de difficulté pour que tu te rappelles.
Je sais pas si ça va vous le faire sur la vidéo, mais moi, mon écran, il passe du noir au blanc. Il s'assombrit, quoi, comme si que la nuit tombait. C'est marrant. Guillaume de Gisors, petit-fils de Jean de Gisors, né, ça je l'ai fait, je suis en train de bugger. Édouard de Bar, né en 1302, il était comte de Bar, petit-fils de Édouard Ier d'Angleterre et neveu de Édouard II. Il est aussi fort probable, sans être sûr à 100%, qu'il ait eu à voir avec la dynastie mérovingienne. Sa fille, en se mariant, entra dans la maison de Lorraine. Les généalogies de Bar et de Lorraine s'entremêlent à partir de ce moment-là. Il participa à des batailles et opérations militaires et achète le domaine de Stenay à l'un de ses oncles, Jean de Bar. Il meurt en 1336 lors d'un naufrage sur la côte de Chypre. Si, comme l'affirment les documents de prieuré, Édouard occupa son poste de grand maître à l'âge de 5 ans, il est possible que son oncle Jean de Bar l'ait remplacé jusqu'à sa majorité. Ça, je crois que je l'avais déjà lu aussi. Le fait de nommer un mineur grand maître suppose qu'il soit lié par le sang ou la famille. Souvenons-nous de son lien probable avec la dynastie mérovingienne, qui est la dynastie de Jésus, les Mérovingiens. C'est pour ça qu'ils ont voulu tous, ils ont voulu les exécuter tous. Hein. Oui, bah oui, évidemment, ça gêne. Hein. Jeanne de Bar, fille aînée d'Édouard, elle est née en France en 1295, et meurt à Londres en 1361. À 15 ans, elle épouse le comte de Varenne, je pense que ça s'écrit comme ça, de Varenne, W-A-R-R-E-N, sur Aix et Strathern, et divorce quelques années plus tard. Il semble qu'elle ait profité de très bonnes relations avec le trône d'Angleterre, ainsi d'ailleurs avec celui de la France, ce qui fait que, selon les circonstances personnelles et politiques, elle est vécue dans l'un ou l'autre des deux pays. En présidant le prieuré jusqu'à 10 ans avant sa mort, on peut supposer qu'elle fut la seule des grands maîtres à abdiquer, et c'était une femme. Donc il y avait bien des grands maîtres de l'ordre en tant que femme. Jean de Saint-Clair est né autour de 1329. Il semble pas avoir été un personnage très important. Le fait que quelqu'un d'aussi insignifiant ait pu occuper le poste a conduit les chercheurs à penser que même à cette époque-là, la charge de grand maître se transmettait exclusivement dans un réseau de familles reliées les unes aux autres. Page 102. Alors, Blanche d'Évreux est née en 1332. C'était en réalité Blanche de Navarre, fille du roi de Navarre. Elle meurt en 1398. De son père, elle hérite des comtés de Longueville et Évreux, contigus à Gisors, et elle épouse le roi Philippe VI de France. Selon de nombreuses légendes, elle était liée à l'alchimie, et on parle même de laboratoire dans ses châteaux. Des rumeurs circulaient ainsi selon lesquelles elle aurait protégé Nicolas Flamel. Nicolas Flamel, célèbre alchimiste médiéval, bien que qu'on n'ait pas de date précise quant à sa naissance et à sa mort, il est possible qu'il soit né en 1330 près de Pontoise et qu'il soit mort en 1418. Son nom est le premier de la liste des grands maîtres qui n'étaient pas affiliés par le sang avec les généalogies des documents du prieuré. Bien qu'il soit issu d'une famille très humble, il réussit à recevoir l'éducation d'un homme instruit. Parmi ses écrits les plus célèbres, citons les écrits alchimistes et le désir désiré. Janus Lasinius Therapus formule et méthodes pour perfectionner les métaux ordinaires, mais son œuvre essentielle est le livre des figures hiéroglyphiques. Il s'agit de plus célèbre des textes occidentaux sur l'alchimie, et il fut écrit pour apporter un nouvel éclairage sur le thème de l'élixir de longue vie, selon les spécialistes de l'histoire de l'alchimie Flamel. Ce serait basé sur le livre sacré d'Abraham le Juif, prince, prêtre, diacre, astrologue et philosophe de cette tribu de Juifs qui, par la colère de Dieu, avait été dispersée parmi les Gaulois pour l'écrire. L'une des œuvres les plus célèbres de la tradition ésotérique
universelle. On dit que l'original a été déposé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. René d'Anjou, né en 1408, devient grand maître de Sion en 1418, à l'âge de 10 ans. C'est son oncle Louis, cardinal de Bar, qui exerce la régence. Pendant ce temps, ce fut un homme très important. La liste de ses titres est impressionnante. Roi de Hongrie, roi de Naples et de Sicile, roi d'Aragon, de Valence, de Majorque et de Sardaigne, roi de Jérusalem, comte de Bar, duc de Piémont, comte de Guise, de Provence, duc d'Anjou, duc de Calabre et duc de Lorraine. Le titre de roi de Jérusalem, bien que ce ne soit que nominal, fait penser à une continuité avec Godefroy de Bouillon. En 1445, l'une de ses filles épouse Henri VI d'Angleterre. Yolande de Bar, fille de René d'Anjou, elle naît aux alentours de 1428. En 1445, elle épouse Ferry, seigneur de Sion de Val-de-Mont, et à la mort de son époux, elle passe la majeure partie de sa vie à Sion-Vlademont, qui grâce à elle cesse d'être un lieu de pèlerinage local pour devenir un lieu saint pour toute la Lorraine. Son fils René deviendra plus tard duc de Lorraine et, suivant les instructions de ses parents, sera instruit à Florence. Son précepteur Georges-Antoine de Vespatie fut l'un des principaux patrons et protecteurs de Botticelli. Matagon, je te salue, excuse-moi, j'ai dû oublier, je crois. Ça va te plaire. Ça va te plaire ce que je lis là. Sandro de Botticelli, né avec le nom de Alessandro di Mariano di Vanni Filippi Pepi à Florence. On ne sait exactement si c'est en 1444 ou 1445. Dans sa jeunesse, il exerce le métier d'orfèvre, mais l'abandonne définitivement au début des années 60 pour se consacrer exclusivement à la peinture. Il fut un disciple de Filippo Lippi, artiste florentin de grand renom. Le style de son maître dans les portraits de Madone qu'il réalise influera beaucoup de jeunes hommes. Son premier travail lui est commandé en 1470. Page 104, j'arrive à la page 104. Ah oui, je connais. Regardez les beaux tableaux. C'est dommage que c'est pas en couleur, mais c'est beau. On voit une femme là avec des cheveux longs et tout ça. Oui, c'est beau. J'ai eu une grande chance de voir des beaux tableaux, moi, en vrai. Ouais. À Versailles. Les beaux tableaux qu'il y avait en exposition. J'ai vu Louis XIV sur son cheval, j'ai vu tout un tas de trucs, enfin bref. Alors, s'agissait de peintre en silhouette avec de la Fortaleza. Tiens, j'ai l'oreille droite qui sonne. Pour intégrer une série de 7 vertus qui orneraient la chambre du conseil de l'assemblée de Mercader. Ce fut un peintre reconnu. Oui, un de mes dons pour savoir si on me dit du mal ou du bien de moi. Et je sais des fois qui c'est qui fait. C'est bien d'avoir des dons. Mercader. Ce fut un peintre reconnu. Il servit à la cour des Médicis, mais à partir de 1490, il commence à décliner et meurt dans la solitude en 1510. Son œuvre la plus connue est sans aucun doute La naissance de Vénus. Je l'avais en couleur, moi. Non, pas celle-là. J'en avais une, c'était la Vénus de Milo. Ah oui, c'est pas la... Non, la Vénus dans la coquillage, là. Qui est debout avec les cheveux, là. Elle a les pieds dans un grand bénitier coquillage. Aucun doute, oui. Son œuvre la plus connue est sans aucun doute La naissance de Vénus. On y voit la déesse de l'amour naître de l'écume formée sur la mer, après avoir été fécondée par le ciel. Différentes interprétations ont été faites autour de ces magnifiques peintures. Certains la considèrent comme un symbole de l'humanité abandonnée qui attend la renaissance de Dieu par le baptême, tandis que pour d'autres, la déesse de l'amour personnifiait l'idéal de la vérité qui, dans la doctrine platonique, s'identifie avec la beauté. Elle peut aussi être vue comme la naissance de l'une des grandes déesses, bien que pendant longtemps, le lien n'ait pas été fait avec Botticelli pour l'ésotérique et l'occulte de récents spécialistes de la Renaissance, par exemple Edgar Wynne et Franz Yacht, tant pis j'ai dit leur nom, font le lien avec l'ésotérisme et comme pour Léonard, ils pensent que beaucoup de ces peintures ont un double sens. Par exemple, la fameuse peinture Le printemps serait entre autres, une extension du thème de l'Arcadie. Ah oui, l'Arcadie, oh Seigneur. Et du courant souterrain ésotérique. Léonard de Vinci, voit chapitre 2.
Bah, je m'adresse à mon Seigneur en même temps, j'ai le droit. Hein. Il sait pourquoi je dis ça. Le connétable de Bourbon, né en 1490, il meurt en 1527. Il fut probablement l'homme le plus puissant de France au début du XVIe siècle. Il était le fils de Claire de Gonzague et sa sœur cadette épousa le duc de Lorraine, petit-fils de Yolande de Bar et arrière-petit-fils de René d'Anjou. Il fut vice-roi de Milan et a entretenu des contacts avec Léonard de Vinci. Ben, je me demande si j'ai pas eu des... parce que j'ai la Renaissance, je me rappelle que du château. Et voilà, on m'a pendu. Alors, je sais pas si c'est ça à la Renaissance qu'on m'a pendu pour avoir couché avec la femme d'un des comtes, mais en tout cas, moi j'étais un tout petit, un petit comte aussi, mais moi j'étais un petit, moi, plus petit dans la hiérarchie. Mais j'étais un petit noble. Alors, je sais pas si c'est au Moyen-Âge ou si c'est parce que je prends, vu les vêtements, je pense que j'avais les habits je sais pas, c'est bizarre. J'avais une grande, comment qu'on appelle ça? Oh, une robe, une espèce de robe, mais ça, une chemise longue. À l'époque, il y avait des chemises longues qu'on mettait dans les pantalons, là, dans les chausses, là. Mais là, elle allait jusqu'aux cheveux. Ah, tant qu'elle n'était pas dans les chausses, ça pouvait aller jusqu'aux chevilles. Donc, je sais pas. Je peux pas vous dire. Ferdinand de Gonzague, plus connu comme Ferrante de Gonzague, il est né en 1507, fils du duc de Mantoue et d'Isabelle d'Orient. Son titre principal était comte de Guastalla. Oui, c'est ça. Il aida son cousin Charles de Montpensier et Bourbon dans ses opérations militaires et il fut l'allié de François de Lorraine, duc de Guise, qui réussit presque à s'emparer du trône de France. Il fut l'un des protecteurs les plus fervents de Léonard et un assidu de la pensée ésotérique. Les circonstances qui ont entouré sa mort restent très floues. Les uns affirment qu'il est mort à Bruxelles en 1557. Les documents du prieuré attestent qu'à cette date, il ne faisait que se cacher et continuait de présider l'ordre dans les coulisses jusqu'à sa mort en 1575. Moi, je lis tout ça parce que c'est très passionnant de raconter toute l'histoire. Parce que c'est notre histoire à nous tous, tout ça. Alors, Louis de Nevers, né en 1539, le duc de Nevers était en réalité Louis de Gonzague, neveu de Ferrante de Gonzague. Il était lié soit par le sang, soit par la politique à la famille des Habsbourg et à la famille de Lorraine. Dans un autre ordre d'idées, tout comme les Gonzague, il était profondément immergé dans la tradition et les pratiques ésotériques. Et l'on pense qu'il fut associé à Giordano Bruno et avec John Dee, le personnage anglais principal connu dans l'ésotérisme de l'époque. Alors, j'en suis d'où, moi? 17 minutes. Ah, il me reste plus grand temps. Bon, bah alors, la prochaine fois, ça sera Robert de Fludd. F-L-U-D-D. Médecin et philosophe. Voilà, je vous lirai ça la prochaine fois. Voilà. Ben, je vous bénis tous. Voilà, je vous embrasse tous. Hein, les abonnés, les amis, les frères, les sœurs. Enfin, voilà. Mon rabbi, bah, pareil. Hein, je te bénis. Je t'embrasse fort. Et puis, oui. Je te parlerai aussi d'autres choses, mon rabbi, en privé, à propos de mon compte, là, de mon compte que j'ai ailleurs. Bon, voilà. Voilà. Gros bisous. Merci. Ouais, j'ai toujours ma tenue avec mon... Voilà, j'ai toujours ça avec moi. Voilà. Ben oui, ça va tourner... j'arrête ici, hein, je l'arrête.